Des policiers ont remarqué une Chevrolet Impala argentée qui roulait sur la route et à laquelle il manquait un pneu avant. La vitre arrière avait été brisée par des tirs. Lorsqu'ils ont arrêté la voiture, ils ont vu une cartouche de fusil non tirée et une douille usagée à l'intérieur du véhicule, ainsi qu'un trou de balle apparent sur la banquette arrière. Il y avait aussi du sang sur les mains du conducteur. Que s'était-il passé dans cette voiture ? Bienvenue, je suis Cassie et voici un monde diabolique. Si vous êtes nouvelle, merci d'avoir jeté un œil à la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, merci d'être revenu. Si vous pensiez être frustré par les services de protection de l'enfance, attendez de voir cette vidéo. Tu vas être furieuse, au moins moi je l'étais en préparant ce dossier. Plus j'en lisais, plus j'étais enragée. Ils ont lamentablement échoué cet enfant. Malheureusement, comme dans beaucoup d'autres affaires évoquées. Celle-ci, pour une raison quelconque, était encore plus révoltante parce qu'il y avait tellement de signaux d'alarme et de drapeaux rouges. Et ils n'ont tout simplement pas écouté. Il y avait tellement de choses qui auraient pu être faites pour protéger Ellie, mais qui ne l'ont pas été. Voici l'histoire d'Ellie Hart. Ellie Hart est née le 15 décembre 2015 à Mound, dans le Minnesota. Sa famille dit de lui que son sourire et son rire illuminaient toujours la pièce. C'était un jeune garçon heureux, drôle et attentionné. Il n'avait pas une once de méchanceté en lui. Il adorait aussi jouer avec des petites voitures et il voulait devenir pompier quand il serait grand. Ellie est née avec une maladie génétique rare. Ça s'appelle le syndrome de Townes-Brocks. Cela peut provoquer des anomalies au niveau des organes. Cependant, à part cela, il était un petit garçon assez actif et en bonne santé. Il devait porter des appareils auditifs et il devait aussi consulter régulièrement des médecins pour s'assurer que son état ne s'aggravait pas. Les parents d'Ellie étaient Julissa Thaler et Tori Hart. Ils se sont rencontrés en 2013 alors qu'ils avaient 19 ans. Julissa avait des problèmes de santé mentale depuis l'âge de 13 ans. Tori disait que Julissa allait bien. C'est jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte en 2015 d'Ellie et qu'elle arrête de prendre ses médicaments sans jamais les reprendre. Inutile de dire que leur relation a commencé à se détériorer et Tori a fini par quitter la maison qu'elle partageait en 2016. Quand il l'a fait, Julissa a déposé une plainte pour violence domestique contre lui et c'était déjà la deuxième fois qu'elle le faisait pendant qu'il vivait là-bas. Julissa a dit à la police que Tori l'avait blessé lors d'une dispute et avait menacé de lui tirer dessus avec un fusil de chasse. Cependant, aucune accusation n'a été portée par la police faute de preuves suffisantes pour étayer ces allégations. Après la rupture entre Tori et Julissa, Julissa est allée vivre chez sa grand-mère, Linda Genrich. Linda a dit qu'au début, elle croyait toutes les histoires de Julissa sur les abus de Tori envers elle. Mais ensuite, elle a découvert que Julissa avait menti sur beaucoup de choses et qu'elle était très manipulatrice. Une autre fois, Julissa avait dit à la police que Tori l'avait menacée de la tuer si elle le quittait un jour. Toutefois, elle a retiré sa plainte 3 jours après. Elle a dit à la police qu'à cause de ses problèmes de santé mentale persistants, elle accusait souvent Tori de choses qu'il n'avait jamais faites. Donc Julissa a eu des problèmes dès son plus jeune âge. Elle a commencé à boire alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle a également commencé à abuser des opiacés à l'âge de 16 ans ainsi que des sédatifs à l'âge de 20 ans. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et envoyée en cure de désintoxication. On lui a diagnostiqué au moins 2 troubles de la personnalité. Et quand elle n'avait que 21 ans, elle a dit qu'elle consommait du LSD tous les jours. En 2015, l'année de naissance d'Ellie, la protection de l'enfance a reçu le premier signalement concernant Julissa. Elle était soupçonnée d'avoir exposé Ellie à la drogue même avant de lui donner naissance. En Minnesota, les pères non mariés n'ont aucun droit de garde. Julissa avait la garde exclusive d'Ellie malgré son dossier ouvert avec les services de protection de l'enfance. Tori n'en avait pas. Elle, oui. Mais elle garde la garde exclusive parce qu'elle est la mère et c'est tout ce qui compte pour le Minnesota, j'imagine. Tori a pu rendre visite à Ellie. Ça, c'était jusqu'en 2019. Julissa a décidé de se présenter au mariage de la sœur de Tori complètement sans invitation. Elle a ensuite aussi affirmé que Tori avait mis une bombe à clous dans sa voiture et elle a appelé la police. Et c'est drôle, tout ce que la police a trouvé, c'est une bouteille d'eau remplie de clous. Je suppose que c'est Julissa qui essaie de fabriquer quelque chose qui ressemble à une bombe à clous.
Même si Tori habitait à des heures de route, Julissa a quand même réussi à utiliser ce rapport pour obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Un innocent a été accusé à tort. Elle a mis des clous dans une bouteille d'eau, l'a placé dans sa voiture, puis a appelé la police pour le dénoncer. Et c'est lui qui est puni, mon Dieu. Tori ne pouvait pas la contacter, l'empêchant ainsi de voir Ellie. Aucune accusation n'a été retenue parce que, comme je l'ai dit, Tori vivait clairement à 2 heures de là et n'avait rien à voir avec ça. Cependant, un juge lui a interdit d'approcher Julissa pendant 2 ans. Donc, en 2021, Ellie a de nouveau été retiré de la garde de Julissa, mais cette fois, il a été placé en famille d'accueil. Vous vous demandez pourquoi les tribunaux n'ont pas confié Ellie à son père ? C'est parce que Julissa portait constamment des accusations de maltraitance contre lui. Elle a écrit une lettre à l'un des juges pour protester, affirmant qu'elle était une mère formidable qui mettait toujours son fils en premier. En 2020, Julissa a déménagé à Farmington, dans le Minnesota, où elle a continué à avoir de nombreuses crises nerveuses tout au long de 2020, 2021 et au-delà. Une fois, elle a laissé Ellie nue dans la maison, entourée d'une tonne d'œufs cassés qui avaient été étalés partout, et la salle de bain à l'étage était inondée. La maison était mystérieuse, extrêmement encombrée et remplie d'ordures en décomposition. Quelques mois après l'incident, elle entendait des voix dans sa tête lui disant de se suicider. Lors d'une autre visite des travailleurs sociaux, Ellie était seule chez lui, blessée, les cheveux en bataille et sans ses appareils auditifs. Donc, en janvier 2021, Ellie a été placée en famille d'accueil, ce qui l'a heureusement amenée à vivre avec sa famille. C'était le cousin de Julissa, Steven Kronberg, et sa femme Nikita, et ils adoraient le petit garçon. Ils le trouvaient adorable, ce petit garçon. Donc, pour récupérer Ellie, Julissa devait mettre certaines choses en ordre et remplir quelques conditions. C'était simple, elle devait soigner et stabiliser sa santé mentale. Elle devait s'assurer de pouvoir répondre aux besoins médicaux d'Ellie et elle devait maintenir un logement propre et stable ainsi qu'un emploi stable. Elle devait aussi éviter la drogue et passer des tests de dépistage imprévus. Pauvre Tori essayait d'obtenir la garde d'Ellie et il avait même passé des évaluations parentales et psychologiques ainsi que des tests de dépistage de drogue dont aucun n'a révélé de problème. Pendant ce temps, Julissa n'a absolument rien fait pour améliorer sa situation. Au cours des 11 mois suivants, elle nia toute faute et se concentra à nouveau sur le fait que Tori voulait lui faire du mal. Tori voulait nuire à cette personne, pas l'inverse. Il ne désirait que retrouver son fils indifférent à ton sort. Julissa ignorait souvent les instructions des travailleurs sociaux, leur mentait et les suppliait de lui rendre Ellie. Julissa avait des visites surveillées avec Ellie et lors de l'une de ces visites, elle lui a dit qu'elle vivait de Mountain Dew et de cigarettes et qu'elle n'arrivait tout simplement pas à fonctionner. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle disait tout cela à son jeune fils alors qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Il n'a pas besoin de faire partie de tout ça, il n'a aucune idée de ce dont tu parles et ça le rend instable. Dans une maison avec toi, la police rendait visite au domicile de Julissa jusqu'à 2 fois par semaine. Des ambulances ont également été appelées à son adresse à plusieurs reprises après qu'elle se soit évanouie ou ait signalé d'autres problèmes de santé. C'était probablement pour éviter les problèmes. La police s'est également présentée à plusieurs reprises parce que les voisins s'étaient plaints de bruits de coups et de cris provenant de l'appartement de Julissa. Ellie sentait que quelque chose n'allait pas avec sa mère. Il se méfiait beaucoup de Julissa. Pendant les visites surveillées, il se cachait derrière les meubles et refusait de lui parler. Après leur visite, elle avait souvent des accidents et n'arrivait pas à se rendre aux toilettes à temps. Julissa manquait ou falsifiait certains tests de dépistage de drogue qu'on lui avait demandé de passer. Une travailleuse de la protection de l'enfance nommée Beth Denner a repris le dossier en juillet 2021. À cette époque, Julissa avait aussi cessé sa thérapie. Elle avait aussi déménagé à maintes reprises, habitant 4 foyers distincts en seulement 4 mois. Les travailleurs sociaux soupçonnaient qu'elle était alors probablement sans abri. Puis, en novembre, elle a été expulsée de son test de dépistage de drogue parce qu'elle était trop perturbatrice. Elle continuait aussi à accuser Tori de certaines choses. Cependant, son assistante sociale, Beth, savait qu'elle avait souvent menti à propos de cette même chose, donc elle ne croyait pas Julissa. Les assistantes sociales pouvaient aussi voir que c'était inventé, car Ellie adorait son père lorsqu'il avait le droit de visite. Ils avaient un lien très fort et Ellie était un enfant beaucoup plus heureux après avoir vu son père.
Parfois, lors de ces visites supervisées, Julissa restait aussi assise pendant de longues périodes à fixer le vide et à ignorer Ellie. Donc, lorsque des enfants sont placés en famille d'accueil dans l'État du Minnesota, un compte à rebours commence. Les enfants doivent être réunis avec leurs responsables dans l'année ou être en voie d'être placés dans un foyer permanent. En novembre 2021, Beth, l'assistante sociale chargée de la protection de l'enfance, avait encore des inquiétudes, mais estimait que Julissa remplissait une partie de son plan. Elle a dit que Julissa était venue chercher son fils à l'heure pour les visites non supervisées. Elle s'est également rendue au rendez-vous de thérapie d'Ellie et elle l'avait ramené chez ses parents d'accueil à l'heure. Julissa avait aussi recommencé à faire des tests de dépistage de drogue. Donc, même si Beth avait quelques inquiétudes, elle semblait penser que Julissa s'en sortait bien. Elle était arrivée à l'heure à quelques rendez-vous et était allée au test de dépistage de drogue qu'elle sabotait malgré tout. Donc la juge a décidé qu'Ellie devait retourner chez Julissa pour une visite à domicile d'essai. Il vivrait avec elle, mais le comté garderait toujours la garde légale, donc il pouvait le reprendre à tout moment et ils auraient dû le faire. Cette décision a inquiété sa famille d'accueil. L'oncle Stéphane a dit au service de protection de l'enfance « Donc, on va juste oublier toutes les mauvaises choses qu'elle a faites au cours des 10 derniers mois. » Je suis d'accord. Pourquoi le feriez-vous ? Beth a dit qu'à ce stade, elle avait dit à Julissa que si les choses ne se passaient pas bien lors de la visite d'essai à la maison, il placerait Ellie chez Tori et demanderait un transfert de garde. Selon la loi de l'État, une visite d'essai à la maison peut être interrompue afin de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de l'enfant. Il n'est pas nécessaire que cela atteigne un niveau de mise en danger. Le comté a décidé de fixer la date de début à ce sujet au 22 décembre 2021. C'était pour qu'Ellie ne manque pas l'école. Jusqu'à ce moment-là, il passait parfois la nuit chez Julissa. Mais un soir, lorsque Julissa l'a ramenée chez ses parents d'accueil, elle a déboulé au coin de la rue dans sa voiture à 30 km/h au-dessus de la limite de vitesse, puis Ellie est sortie de la voiture en sanglotant. Donc, la raison pour laquelle Ellie a été retirée de la garde de Julissa au départ, c'était à cause d'une dégradation de sa santé mentale. Je pense que la santé mentale d'Ellie ne s'est pas améliorée. Pourquoi alors insistons-nous pour le rendre à Julissa ? Une autre nuit, en décembre, Julissa et une de ses amies ont décidé de se garer devant la maison de Stéphane et Nikita, les tuteurs d'Ellie. Elles sont restées là, jumelles à la main, et ont observé la maison toute la nuit. Je ne sais pas vraiment ce qu'elles cherchaient. En fait, Nikita s'est levée tôt ce matin-là pour aller travailler. Elle les a vus garés dehors et a appelé la police. Nikita a envoyé plusieurs emails à Beth, l'agente des services de protection de l'enfance, exprimant son inquiétude pour la sécurité et le bien-être de sa famille, car Julissa restait assise devant leur maison pendant des heures. Au lieu de s'inquiéter de ce comportement, Beth a décidé d'envoyer un email à l'école d'Ellie pour les informer qu'Ellie allait finalement emménager chez sa mère quelques jours plus tôt. Comment cela peut-il avoir du sens pour un adulte responsable ? Julissa est maintenant récompensée pour les folies qu'elle fait. Il récompense ce comportement. Et bien sûr, la visite d'essai à la maison a commencé difficilement. Dès le premier jour où Ellie était de retour avec Julissa, la protection de l'enfance a été avertie par l'école d'Ellie que Julissa conduisait de façon imprudente lorsqu'elle venait chercher et déposer Ellie à l'école. Ellie avait également un tuteur nommé par le tribunal pour veiller à son bien-être. Et le 30 décembre, elle a recommandé qu'Ellie soit retirée à Julissa. Elle a dit dans un email à Beth « Je pense que nous devons arrêter la visite d'essai à domicile car elle ne me semble pas stable et elle met Ellie en danger. Posto. » Sherry a également dit que Julissa l'appelait pour essayer de faire annuler les visites avec le père d'Ellie. Quand elle n'a pas pu annuler les visites, elle a décidé de prendre une ordonnance de protection contre Tori à la place. Et bien sûr, elle a encore utilisé beaucoup des mêmes fausses accusations, disant qu'il lui faisait du mal. Le même jour où Julissa a déposé cette ordonnance de protection, Beth et elle ont eu un appel vidéo. Quand Beth lui a dit que le comté n'avait aucune inquiétude concernant Tori, Julissa s'est mise en colère et Beth a fini par devoir lui raccrocher au nez. De nombreuses fois, lorsque Ellie était récupérée ou déposée chez Julissa pour ses visites avec son père, elle le tirait rapidement à l'intérieur ou le poussait dehors et claquait la porte au nez de l'assistante sociale, car il était évident qu'elle ne voulait pas qu'il voie à quoi ressemblait l'intérieur de sa maison.
C'était probablement un vrai désordre. Et à la mi-janvier, Julissa avait manqué tellement de cours de parentalité obligatoires qu'elle a fini par être renvoyée. Cependant, elle avait toujours la garde. Donc malheureusement, rien n'est sorti de ce que Chéri avait recommandé de faire, c'est-à-dire retirer Ellie du foyer de Julissa. Je suppose que ça a été ignoré, rien ne s'est passé, il laisse rester là-bas malgré tout. Également en janvier, Julissa a menti au service de protection de l'enfance au sujet de son programme de santé mentale. Elle a dit avoir fini le programme et ne plus avoir besoin des services, c'était rapide. La directrice du programme a informé plus tard les services de protection de l'enfance que c'était faux. En parlant de choses qui ne sont pas vraies, Julissa n'était pas non plus honnête avec ses thérapeutes et changeait constamment de thérapeute pour que personne ne connaisse son histoire. Elle pouvait continuer à consulter différents thérapeutes. Malgré tout, le procès et les visites se poursuivaient. Pour les services de protection de l'enfance, il n'y avait aucune indication qu'Ellie était en danger physique sous la garde de Julissa. C'est pourquoi ils ont décidé qu'il pouvait rester. Ne vous inquiétez pas s'il est négligé ou maltraité mentalement. Non, ça ce n'est pas grave. Elle peut s'en sortir tant qu'elle ne le blesse pas physiquement. Donc, vous allez attendre qu'elle le blesse pour le retirer de la maison? Pourquoi attendre qu'un enfant soit blessé? Elle montre déjà tellement de signes de folie. Fin janvier, début février, Beth a décidé que Julissa pouvait arrêter les tests de dépistage de drogue parce qu'elle avait eu des résultats négatifs pendant 2 mois. Mais il faut garder à l'esprit qu'elle avait consommé des drogues pendant 10 ans, donc 2 mois. Elle pouvait clairement rechuter à tout moment. À peu près à la même période, le comportement d'Ellie avait aussi commencé à changer à l'école. L'enseignante a commencé à signaler qu'Ellie devenait agressif et frappait d'autres élèves. Une enseignante a écrit au service de protection de l'enfance pour signaler avoir parlé à des enfants dans la cour de récréation et leur avoir demandé si quelqu'un avait déjà été méchant avec eux. Ellie a dit à l'enseignante que sa mère avait été méchante avec lui et qu'elle le poussait souvent. Mais quand l'enseignante a envoyé cet email, devine la réponse de Beth, ça ne va pas te plaire. Je vous remercie pour la mise à jour et il est intéressant qu'il ait fait cette déclaration. Bien que les services de protection de l'enfance ne considèrent pas cela comme un signalement de maltraitance, je vous encourage à continuer à tout documenter. Quelques semaines plus tard, la thérapeute d'Ellie a également envoyé un email à Beth. Dans cet email, elle a dit qu'il y avait eu un moment où Ellie s'était cachée dans un placard après que sa mère ait commencé à se montrer agressive envers la thérapeute. Début mars, un autre rapport de l'école d'Ellie est arrivé. Ellie avait dit à ses enseignants que sa mère lui avait attrapé le poignet et l'avait serré très fort, mais les services de protection de l'enfance n'ont rien fait à propos de tout cela. Elle tentait de regagner la garde d'Ellie, on s'attendrait donc à ce qu'elle se comporte de manière exemplaire. Mais au lieu de ça, Julissa envoyait des emails à Beth en disant qu'Ellie ne verrait plus Tori une fois qu'elle aurait récupéré la garde. Rien n'a changé. Rien ne s'est amélioré, sauf peut-être qu'elle a arrêté la drogue pendant 2 mois ou acheté de la fausse urine, je ne sais pas. Rien d'autre n'a changé. Pourquoi la garde d'Ellie a-t-elle changé dans ce cas? Excellente question, Cassie. Début mars, Tori a déposé une demande de garde pour son fils au tribunal de la famille du comté de Hennepin. Julissa a répondu à cela en déposant une nouvelle ordonnance de protection contre lui, encore une fois avec de nombreuses fausses accusations. Dans l'ordonnance de protection, Julissa a affirmé que Tori disait à Ellie qu'il ferait disparaître maman s'il obtenait la garde. Et bien sûr, elle a accusé Tori des problèmes de comportement d'Ellie à l'école. Le tribunal a rejeté ces allégations. Cependant, rien que le dépôt de cette plainte signifiait que Tori ne pouvait plus recevoir d'aide publique pour son affaire de garde. Beth avait reconnu que Julissa souffrait de graves troubles mentaux, mais dans un autre email adressé à une collègue, Beth disait que la petite allait à l'école. Elle a coopéré lors d'une visite avec son père la semaine dernière. La petite continue d'aller en thérapie. C'est essentiellement ce qu'on lui demande de faire à ce stade. Non, ce n'est pas ça. Elle s'est bien comportée lors d'une visite avec son père une seule fois, mais ça ne représente en gros que la moitié des exigences. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux dire par « en gros » ? Je ne pense pas que « en gros » suffirait pour que tu obtiennes la garde, mais il y a eu une audience le 30 mars pour voir s'il pouvait déjà clore le dossier. En gros, rendre la garde à Julissa et en finir avec la situation. Lors de cette audience, une travailleuse de la direction de la protection de l'enfance a exprimé des inquiétudes concernant la sécurité d'Ellie sous la garde de sa mère. Beth, en revanche, insistait pour que le juge clôture l'affaire, mais le juge a décidé de ne pas la clôturer.
et de la garder ouverte avec une autre audience prévue en mai. Cependant, le fait de maintenir cette affaire de protection de l'enfance ouverte était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Julissa n'avait pas encore la garde permanente. Il pouvait encore le reprendre à tout moment. Cependant, Tori, qui essayait d'obtenir la garde d'Ellie, n'a pas pu le faire. Jusqu'à la clôture de l'affaire de protection de l'enfance début mai, Beth a déposé un autre rapport auprès du tribunal, bien qu'ils aient mentionné des préoccupations persistantes concernant le bien-être mental et émotionnel d'Ellie. Elle a également cité le fait que les tentatives entabloquées de Tori pour obtenir la garde étaient une autre raison de clore l'affaire. Je ne suis pas sûre de comprendre la logique ici. À ce stade, Beth souhaitait couper les ponts avec Julissa. Avant la prochaine audience pour la garde en mai, elle était censée avoir une dernière visite avec Julissa et Ellie, mais Julissa a décidé de l'annuler et Beth ne l'a jamais reprogrammée. Julissa était aussi censée avoir repris ses cours de parentalité, mais Beth n'a jamais vérifié si c'était le cas. Beth ne voulait même plus aller chercher Ellie chez sa mère pour l'emmener aux visites chez son père parce que Julissa se mettait toujours tellement en colère. Elle a refusé de s'en occuper et a envoyé Amy Horn, une autre employée des services de protection de l'enfance, pour aller chercher Ellie. Quand Amy est arrivée, elle a dit qu'Ellie avait des cernes foncées autour des yeux et qu'il avait l'air de ne pas s'être douché depuis des jours. Ellie, lui, a aussi dit que lui et sa mère avaient roulé en voiture toute la nuit. Amy a aussi rencontré Julissa dans un McDonald's au lieu de chez elle, ce qui l'a inquiétée car elle s'est demandé si Julissa n'était pas de nouveau sans abri. Mais comme Beth avait déjà déposé des rapports au tribunal, elle était probablement trop paresseuse pour les actualiser avec ces nouvelles informations. Le juge a accepté la recommandation des services de protection de l'enfance de clore l'affaire et le dossier d'Ellie a été fermé le 10 mai. Julissa avait désormais la garde exclusive d'Ellie. 10 jours seulement après la clôture du dossier de protection de l'enfance, soit exactement 5 mois après le début de la visite à domicile d'essai d'Ellie, la police a arrêté Julissa alors qu'elle conduisait sans pneus sur la roue avant côté conducteur. Il n'y avait que la jante. Lorsque la police l'a arrêtée, elle avait l'air très négligée et ils ont remarqué qu'elle avait du sang sur les mains, le visage, les vêtements et les cheveux. Il y avait aussi beaucoup de sang visible à l'arrière de la voiture. Lorsque la police lui a demandé pourquoi elle était couverte de sang, elle a répondu que c'était parce qu'elle avait dû retirer un tampon. « Tu l'as éparpillé dans toute la voiture, c'est crade. » Les agents ont aussi noté une substance ressemblant à de la viande dans le véhicule et l'ont interrogée à ce propos. Elle a dit qu'elle venait d'acheter de la viande de cerf chez un boucher, mais qu'elle ne se souvenait plus lequel, même si elle venait tout juste de l'acheter. La police a aussi constaté que la vitre arrière de sa voiture avait été touchée par balle. Interrogée sur l'incident, elle a répondu « C'était juste des gamins qui ont tiré avec un pistolet à plomb et brisé ma vitre. » Pour une raison ou une autre, la police ne l'a pas arrêtée à ce moment-là. Elle conduisait très près de son appartement, alors ils l'ont laissée rentrer chez elle à pied et ils allaient attendre là avec la voiture jusqu'à ce qu'elle soit remorquée. Eh bien, entre-temps, la police a décidé de vérifier le coffre pour s'assurer qu'il n'y avait rien à elle à l'intérieur et quand ils l'ont fait, ils ont trouvé quelque chose d'absolument horrible. Il y a quoi? Il y a du sang partout dans la voiture. J'ai un pare-brise cassé et il me manque un pneu parce que des gamins ont tiré sur ma voiture à un moment donné. On dirait qu'il y a du sang là-dedans. Ce n'est pas du sang, c'est de la viande de cerf. J'avais une grosse Vega et une ferme du coin, en fait, des hamburgers. Des cartouches de fusil partout. Ouais. Putain. Nous avons un corps. Bien, couvrons-le. C'était le corps d'Ellie criblé de balles. Au petit matin du 20 mai 2022, Julissa Thaler avait pointé un fusil de chasse sur son fils de 6 ans et avait tiré à plusieurs reprises alors qu'il était attaché impuissant dans son siège auto. Elle a ensuite pris son corps mutilé, l'a mis dans le coffre de sa voiture et a roulé ainsi. Après cette découverte, la police a appelé des renforts et s'est rendue chez Julissa pour la retrouver. Elle n'était pas là. Cependant, la machine à laver était en marche et les vêtements qu'elle venait de porter y avaient été jetés. Cependant, les agents l'ont rapidement retrouvée alors qu'elle essayait de s'éclipser par l'arrière et ont pu l'arrêter. Ils ont également remarqué qu'elle avait ce qui ressemblait à des morceaux de chair humaine dans les cheveux. Elle a été arrêtée et inculpée d'homicide volontaire. À ce moment-là, les enquêteurs ont commencé à interroger les témoins et ils ont également pu retracer d'où venait la voiture de Julissa grâce à tous les dégâts que la jante avait causés sur la route entraînant. Dans plusieurs bennes à ordures,
Ils ont trouvé des restes humains, un siège auto d'enfant endommagé par des balles et un sac à dos contenant encore les devoirs d'Ellie. Les résultats de l'autopsie ont confirmé qu'Ellie avait reçu jusqu'à 9 balles. Lors du procès de Julissa, un propriétaire d'armurerie a témoigné à la barre que Julissa était venu acheter 40 cartouches de fusil, des munitions capables de faire le plus gros trou possible dans quelque chose. Quelques jours auparavant, Julissa avait également acheté un fusil de chasse et elle était allée au stand de tir pour l'essayer. Elle avait dit à son ex-petite amie qu'elle le voulait seulement pour se protéger, rien d'autre. Les procureurs ont également découvert que Julissa avait fait des recherches sur des polices d'assurance vie pour Ellie et qu'elle avait en fait soumis une demande pour une police d'assurance vie de 400 000 $ pour l'enfant. Mais cela n'avait jamais été validé avant ces événements. Elle avait également cherché sur Google des choses comme combien de sang un enfant de 6 ans peut-il perdre, comment éloigner un enfant de l'autre parent, comment faire croire à la police qu'on est chez soi, décès accidentel qualifiant et combien l'assurance vie paie pour un enfant décédé. La seule stratégie que la défense a pu trouver était, si elle l'avait fait, pourquoi n'aurait-elle pas caché son identité ? Julissa a eu des problèmes de santé mentale, ce qui explique son procès en janvier dernier. L'ex-petite amie de Julissa a cependant témoigné à son procès. Il sortait avec elle au moment de l'incident. Il s'appelait Robert, et lui et Julissa se connaissaient depuis le lycée. Cependant, ils ne s'étaient pas revus avant 2022 quand ils ont repris contact pour consommer de la drogue ensemble. Elle n'arrivait pas à rester sobre après l'arrêt des tests de dépistage de drogue. Elle recommençait à consommer ou utilisait de la fausse urine pour les tromper. Il a été arrêté à l'origine avec Julissa en lien avec la mort d'Ellie. Cependant, il a été relâché très peu de temps après, car toutes les preuves étaient contre Julissa. Robert a déclaré qu'il était allé avec Julissa chercher Ellie, âgée de 6 ans, à l'école la veille. Il a dit que lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils avaient mangé de la pizza et joué avec des chatons que Julissa avait dans l'appartement et qu'ils se préparaient à jouer à la Xbox quand soudainement tout a basculé. Robert était très ému et avait du mal à donner ces informations lors du procès. Il a dit qu'il était 11h du soir, un soir d'école, et qu'Ellie était encore debout. Alors qu'il jouait avec les chatons, Ellie a commencé à devenir un peu turbulent et Julissa s'est fâchée à cause de cela. Alors elle a commencé à le frapper et Ellie a commencé à la frapper en retour. Ils se battaient tous les deux. Julissa se battait avec un enfant de 6 ans. Alors Julissa a mis le fusil de chasse dans la voiture puis elle est remontée dans la chambre où il était allongé. Elle a ensuite attrapé Ellie et est simplement descendue. Robert n'y a pas prêté attention et il s'est endormi. Il s'est ensuite réveillé le lendemain matin entre 8h et 8h30. À ce moment-là, Julissa était rentrée à la maison. Robert lui a demandé où elle était allée, ce à quoi elle a simplement répondu « J'avais quelque chose à faire ». Robert a supposé qu'Ellie était à l'école. Il a dit qu'à ce moment-là, Julissa avait mentionné quelque chose à propos de la police et il lui a demandé de quoi elle parlait. Ils ont finalement quitté l'appartement et alors que la police s'approchait d'elle, Julissa ne voulait toujours pas dire à Robert ce qui se passait. Robert a affirmé qu'il était allé avec Julissa lorsqu'elle avait acheté le fusil de chasse ainsi qu'au stand de tir. Mais comme je l'ai dit, elle lui avait simplement dit qu'elle le voulait seulement pour se protéger et il n'avait aucune raison de ne pas la croire à ce moment-là. Je me demande pourquoi Robert a décidé de rester là quand Julissa a commencé à frapper Ellie ou pourquoi il n'a rien fait à ce sujet. Mais Robert avait aussi dit à la police auparavant qu'il pensait qu'il n'y avait aucune chance que Julissa puisse jamais faire du mal à Ellie parce que c'était une personne gentille. En réalité, elle est très rusée et manipulatrice, c'est ce qu'elle est. Au procès de Julissa, les membres de la famille ont pu monter à la barre et lire leurs déclarations sur l'impact de la victime. Torrey Hart a dit qu'il aimait vraiment être sociable, parler et jouer avec les autres. Il était toujours très heureux, extraverti et toujours plein d'énergie. Ellie adorait toujours faire des bulles, aller à la pêche, se balancer sur les balançoires au parc et manger des boulettes de viande chez Carbones. Il était tout pour moi. Il complétait ma vie, il aimait simplement passer du temps avec moi. Et j'aimais passer du temps avec lui. Nikita Kronberg, l'ancienne mère d'accueil d'Ellie, s'est également levée et a dit à tout le monde à quel point Ellie comptait pour elle. Et un jury a fini par la condamner pour meurtre au premier et au second degré. Lorsqu'on a demandé à Julissa si elle souhaitait s'exprimer devant le tribunal, Allez-y. Je suis innocente. Allez tous vous faire foutre, vous êtes des ordures, c'est tout ce que vous êtes. intéressant, venant d'un énorme tas d'ordures fumantes et puantes elles-mêmes.
Tori Hart a également intenté une action en justice pour décès injustifié contre les employés des services de protection de l'enfance du comté de Dakota, ceux qui avaient accordé la garde d'Ellie à Julissa. Ce procès est prévu devant le tribunal fédéral en 2024. Dans la plainte pour décès injustifié de Torrey, il a exposé de nombreux incidents troublants concernant la façon dont Julissa s'occupait d'Ellie. Par exemple, en février 2021, une assistante sociale a noté « comportement bizarre ». La plainte indique que la mère a montré des excréments de chat à Ellie lors de l'appel vidéo. La vidéo est ensuite devenue de plus en plus chaotique. Julissa préparait du chili tout en attrapant son chat par le cou et en marmonnant. Un rapport de février 2022 indique que souvent, Ellie arrivait à l'école sans ses appareils auditifs et disait aussi plusieurs fois aux enseignants qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente. De plus, pendant le dernier Noël d'Ellie, il était avec Julissa et Tori a remarqué lors d'un appel FaceTime le 27 décembre qu'Ellie portait toujours le pyjama qu'il avait déjà le 23 décembre. Il a aussi dit à son père que le Père Noël n'était pas venu chez lui cette année-là. Même le propre père de Julissa, George Thaler, a témoigné lors d'une audience au tribunal en novembre 2021, avertissant le juge de ne pas rendre Ellie à la garde de Julissa. Il a dit « Je suis très inquiet pour Ellie. Julissa me terrifie. Elle a été arrêtée à de nombreuses reprises pour agression et comportements dangereux et elle a mis Ellie dans des situations dangereuses. » Donc, la plainte affirme que même si Julissa est celle qui a appuyé sur la gâchette, les défaillances des services de protection de l'enfance du comté de Dakota sont, je cite, une cause immédiate de la mort d'Ellie. Après que Julissa a reçu sa sentence et que le procès a pris fin, la famille a décidé de se concentrer sur quelque chose de positif, comme collecter des fonds pour construire une aire de jeu en mémoire d'Ellie Hart. C'est un autre énorme échec des services de protection de l'enfance. Tous les signaux d'alerte étaient présents et ils ont tous été ignorés. Aujourd'hui, 1 an plus tard, les communautés autour de Mound, où Ellie allait à l'école, et dans l'ouest du Wisconsin, où vit son père, transforment leur chagrin en action. Adam Duxter nous présente leur plan pour que Ellie Hart soit toujours dans les mémoires. Nous pensions avoir toute la vie devant nous avec Ellie. Et en une nuit, tout s'est envolé. Pour Josie Josephson et son mari, Tori Hart, les souvenirs d'Ellie sont toujours présents. Chaque jour. Chaque jour. Quotidiennement, nous en parlons sans cesse. Pas un jour ne passe sans que nous le mentionnions. Même en dormant? Oui. Oui. Rêve de lui. C'est difficile à croire. La vie ne s'arrête pas lors de tels événements. Ça fait déjà 1 an. La vie de tous les autres, ceux qui ne te connaissent pas ou qui te croisent dans la rue, continue comme si de rien n'était. Tu as un peu l'impression d'être perdu. Comme brisé en morceaux, tentant de les retrouver et recoller pendant que les autres continuent à leur vie, pressés par le quotidien. Mais cette histoire On est simplement admiratif de leurs accomplissements. parle tout autant des personnes qui ne sont pas passées à côté, Je ne pouvais pas résister à l'envie d'agir. mais qui se sont arrêtées pour aider. Je devais juste faire quelque chose. Je ressens toujours la même chose quand j'y pense. Nous cherchions un moyen d'exprimer notre volonté d'être proactifs et d'apporter du changement. Étrangers avant la mort d'Ellie, Tiffany Bettler et Ben Coliani font maintenant partie d'un petit groupe, les fondateurs de la fondation Ellie Hart. En moins d'1 an, ils se sont enregistrés comme organisation à but non lucratif et ont prévu de transformer ce parc à Mound en un lieu qu'Ellie aurait adoré. J'espère que les enfants qui connaissaient Ellie pourront guérir dans ce parc. Et j'espère que cela nous aidera aussi à guérir. S'ils peuvent récolter 120 000 $ de plus d'ici la fin juillet, ce parc sera prêt d'ici la fin octobre. C'est incroyable. C'est de l'espoir. Nous avons tant de remerciements à exprimer. Et dire merci, ce n'est tout simplement pas suffisant. À une époque où l'espoir et les souvenirs sont tout. Vous perdez votre enfant et vous ne voulez pas qu'il soit oublié. C'est rassurant de savoir qu'il ne le sera pas. Julissa a fait plusieurs erreurs. C'était encore et encore, sans arrêt, et elle s'en sortait à chaque fois. C'est particulièrement bouleversant de savoir que Tori, son père, était un parent aimant et attentionné, qu'Ellie voulait être avec lui et que Tori voulait être avec lui aussi. Mais malheureusement, la loi ne le permettait tout simplement pas. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Ellie aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous aimez les histoires criminelles, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous ou aimez cette vidéo. Les deux sont vraiment appréciés.
Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de commencer à faire des vidéos plus longues et je veux absolument le faire. Cependant, pour des vidéos plus longues, cela nécessite un travail équivalent à un temps plein. Cela étant dit, j'ai créé mon compte Patreon si quelqu'un souhaite aider à soutenir la chaîne ainsi qu'à accéder à du contenu exclusif. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous. Au revoir.